Bonjour tout le monde, bienvenue dans ma cuisine. Plusieurs de mes amis et collègues m'ont demandé comment je prépare mon pain au levain. Donc j'ai décidé de tourner cette vidéo explicative pour montrer la méthode parce que c'est plus facile que de l'expliquer sans images. Avant de commencer, j'aimerais spécifier que je ne suis pas une professionnelle, que les informations que je transmets proviennent en bonne partie d'Internet, mais aussi de mes essais-erreurs et de l'expérience que j'ai accumulée en expérimentant avec le pain au levain durant les 4 à 5 dernières années. Donc pour commencer, avant de vous montrer comment je nourris mon levain et comment je prépare mon pain, j'ai pensé vous présenter le matériel avec lequel je travaille. Donc je vais débuter avec mes favoris. De loin, pour la cuisson, ce que je préfère, c'est d'utiliser une cocotte en fonte comme celle-ci, parce que la fonte emmagasine bien la chaleur, la transmet bien au pain, et que le fait d'utiliser un contenant fermé comme celui-ci permet de retenir une bonne partie de l'humidité à l'intérieur, ce qui fait en sorte que la croûte demeure élastique longtemps et que le pain peut bien lever. Si vous n'avez pas accès à une cocotte en fonte, vous pouvez aussi utiliser un pyrex comme celui-ci que vous renversez. Le principe est le même. On fait préchauffer le contenant avec le four, on met le pain dans le contenant et on utilise le fond du pyrex comme une cloche pour emmagasiner l'humidité, pour conserver l'élasticité de la croûte le plus longtemps possible. Par contre, le verre transmet et stocke moins bien la chaleur que la fonte, donc c'est une solution fonctionnelle, mais si vous avez accès à une cocotte, c'est vraiment l'idéal. Autre possibilité, la pierre réfractaire ou pierre à pizza, comme celle-ci. Personnellement, ce n'est pas l'option que je favorise parce que même si on vaporise de l'eau sur le pain ou qu'on verse de l'eau bouillante sur une tôle dans le four en parallèle, je trouve que la croûte perd trop rapidement en élasticité, qu'elle épaissit trop, et puis moi, honnêtement, j'ai obtenu que des pains avec une croûte très épaisse qui était trop colorée à mon goût. Donc, je la réserve plutôt pour la pizza, pour la tarte flambée, que pour la boulangerie. Après la cuisson, ce qui a changé ma vie, c'est la grille de refroidissement. C'est une grille de pâtissier, je crois que ça s'appelle, parce que ça permet à l'air de circuler sous la grille, ça évite que l'humidité reste enfermée sous le pain, donc ça garantit que la croûte soit belle et croustillante de tous les côtés du pain, en plus de favoriser le refroidissement. Donc ça c'est vraiment très bien. Je m'en sers aussi pour, quand je fais de la pâtisserie par exemple, pour faire refroidir mes gâteaux ou mes biscuits. Donc ça, je vous conseillerais d'investir dans une grille, ça vaut vraiment la peine. Pour ce qui est de faire lever le pain, j'ai des bannetons ou paniers à faire lever le pain de différentes formes et formats. Pourquoi différentes formes? Parce que si vous mettez un pain trop petit dans un trop gros panier, ça lui offre moins de support, il va être moins beau, il va moins bien élevé. Donc, ça vaut la peine pour les pains de moins de 1 kg d'avoir un petit panier et pour les pains à partir de 1 kg d'avoir un panier un peu plus gros. Note à part, pour la forme allongée, je voulais faire la ciabatta ou des pains longs. En fait, ce à quoi je n'avais pas pensé quand j'ai acheté le panier, c'est que le pain qu'on obtient est plus long que la cocotte dans mon cas. Donc, quand j'utilise cette forme-là, je suis obligée d'utiliser une pierre réfractaire ensuite. Donc, vous vous en doutez, je n'utilise pas très souvent cette forme-là parce que je n'utilise pas très souvent la pierre réfractaire pour le pain, j'essaie d'éviter. D'ailleurs, à propos éviter, pour éviter de trop salir mes paniers à faire lever le pain, j'utilise des linges en mousseline ou des linges à vaisselle que j'étends dans le panier en question et que je saupoudre de farine. Comme ça me permet de garder des paniers qui sont propres. C'est plus appétissant et c'est plus hygiénique aussi. Les accessoires suivants sont les cordes, très très pratiques pour mélanger la pâte, mais aussi
pour la décoller du comptoir si jamais elle se met à coller, ou pour prélever des portions plus petites si on sous-divise ces pains pour faire des petits pains. Ça, je trouve que ça coûte vraiment pas grand-chose. Ça simplifie vraiment beaucoup la vie. Vous allez voir comment je m'en sers pendant la vidéo. Ici, vous avez une lame de boulanger ou une lame à scarifier le pain. Vous pouvez vous en acheter une. Si vous n'en avez pas, vous pouvez aussi simplement utiliser un couteau ou une lame de rasoir. Ça permet de faire des entailles à la surface du pain pour lui donner plus de jeu pour prendre de l'expansion pendant la cuisson. Et faites attention, une lame à scarifier, c'est très tranchant et ce qui nous est déjà arrivé, c'est de tenir le couvercle comme ça, ce que vous ne voulez pas faire parce que ce sont en fait les côtés de la lame sur notre modèle qui sont très tranchants. J'espère qu'on le voit. Et en fait, Thomas s'était coupé sur la pointe des doigts avec la lame. Donc, quand vous utilisez la lame et que vous la remettez dans son étui, s'il vous plaît, de grâce, gardez vos doigts loin de l'entrée et refermez comme ça. Ici, j'ai un vaporisateur rempli d'eau que j'utilise pour humidifier le pain avant de fermer le couvercle de la cocotte. Ça permet d'augmenter l'humidité pour les raisons précédemment expliquées. Et ici, c'est inscrit que de l'eau, pour pas qu'on se trompe avec les autres vaporisateurs dans la maison. Une balance pour être précis dans vos rapports eau-farine. Vraiment une balance de cuisine, ça vaut la peine. Et enfin, ici, vous avez une brosse avec des soins naturels que j'utilise pour enlever le surplus de farine sous le pain à la fin de la cuisson parce que à mesure que je prépare mon pain, j'enfarine beaucoup et à la fin, quand on a un pouce de farine sous le pain, c'est pas un super feeling en bouche. Mais bon, à chacun ses préférences. Moi, je brosse mon pain à la fin de la cuisson. C'est... voilà. À vous de voir ce que vous préférez. Par contre, ce que je spécifierais par rapport à la brosse, je vais vous montrer de quoi elle a l'air, c'est d'utiliser des soies naturelles et pas des soies en plastique ou en matière synthétique, parce que quand le pain sort du four à 250 degrés Celsius, il risque de faire fondre le plastique, c'est pas super. Donc voilà, c'est l'essentiel du matériel que j'utilise. À cela s'ajoute un gros élastique comme ceux qu'on trouve autour du brocoli par exemple, pour suivre la montée et la descente du levain dans son bocal. Si vous n'avez pas un élastique à disposition, vous pouvez aussi utiliser un feutre à CD ou un morceau de ruban adhésif. Mais ça, je vais vous expliquer plus en détail à l'étape suivante. Alors, la première étape consiste à nourrir le levain. Pour ce faire, vous aurez bien entendu besoin d'un levain comme celui-ci. Si vous n'avez pas de levain, vous pouvez en préparer un, en démarrer un vous-même. Je vais ajouter un lien dans la description vers une vidéo qui explique comment faire. Il faut compter environ 5 à 7 jours pour avoir un levain fonctionnel permettant de faire du pain. Autre possibilité, si vous n'avez pas tout ce temps à disposition, c'est d'aller chez un boulanger qui prépare du pain au levain et de lui demander de vous en donner un peu. J'ai testé l'année dernière quand j'étais en visite à Desjely et j'ai été vraiment surprise. La boulangère était vraiment ravie de me donner son levain pour que je puisse faire du pain à la maison et les résultats étaient excellents. Et autre possibilité encore, si vous avez de bons amis qui préparent leur propre pain au levain, eux aussi peuvent vous en donner. Le nôtre, qui repose sur la plaque, est âgé d'environ une douzaine d'années. On l'a obtenu par le biais d'amis de France. Et comme il est âgé, il est aussi particulièrement stable, donc on peut le maltraiter plus souvent, il nous le pardonne. Il survit très bien à nos départs et à nos retours de vacances, lors desquels il peut arriver qu'on ne le nourrisse pas pendant 2 à 3 semaines, durée pendant laquelle, évidemment, soit on en congèle une partie, soit on le met au frigo pour ralentir la réaction au maximum. Mais bon, revenons à nos moutons. Pour nourrir votre levain, vous aurez besoin d'un levain, d'un bocal en verre, d'une balance,
d'eau, de farine de seigle dans notre cas, d'un ustensile pour agiter le tout. Moi, pour réduire la résistance au maximum, j'utilise une baguette. Il y a des gens qui utilisent une fourchette ou autre chose. À vous de choisir l'arme de votre choix. Et enfin, l'élastique que j'ai mentionné précédemment, ou encore un feutre à CD ou une bande de ruban adhésif. Une note à part, pour ceux qui veulent démarrer leur propre levain, c'est préférable d'utiliser une farine entière parce que les levures sauvages qu'on utilise pour démarrer la chose se trouvent à la surface du grain, donc c'est mieux d'avoir encore tout le grain en fait dans la farine plutôt que d'avoir juste le cœur du grain. Quand je nourris mon levain pour faire un pain, comme mon pain demande 250 grammes de levain mature et que je veux garder un surplus de levain pour plus tard, que je continuerai d'utiliser, en général, je fais 300 grammes de levain. Comme le rapport que j'utilise est d'à peu près 50-50, ça veut dire que j'ai besoin de 150 grammes de farine pour 150 grammes d'eau. Donc on met la balance à 0. On met 150 grammes de farine de seigle. Oui. Voilà. La même quantité d'eau. Bon, là j'ai un peu plus, c'est pas la fin du monde. Avant, j'utilisais un rapport de 40-60, mais je trouvais que ça donnait un levain trop liquide. En fait, il fallait rajouter énormément de farine dans le pain par la suite, donc j'ai fini par prendre l'habitude de faire 50-50, plus ou moins. Là, comme vous allez voir, notre farine absorbe énormément l'eau, ça donne une pâte assez épaisse, mais au fil de la réaction de fermentation, le levain tend à se liquéfier parce que, comme déchet, le levain produit des gaz, mais aussi de l'alcool. Donc, si vous laissez reposer votre levain vraiment longtemps, que vous exagérez, vous allez finir par voir une couche d'eau noire se former. Ça, c'est l'alcool. Si vous exagérez énormément, vous risquez même de laisser votre levain se noyer dans l'alcool. C'est pas ce qu'on veut, c'est pas recommandé. Donc, essayez de l'entretenir, de le nourrir au moins une fois par semaine si vous le laissez au frigo, comme nous on fait. Ou sinon, de le nourrir une fois par jour, plus ou moins, si vous le laissez sur le comptoir. Donc, quand c'est mélangé de façon homogène, ce que j'aime faire, c'est enlever ce qui se trouve. Je ne sais pas si on voit bien. En fait, je prélève ce qui se trouve à la surface. Et vous voyez en dessous toutes les bulles qui se sont formées. C'est très bon signe, ça veut dire qu'il y a eu une production de gaz suffisante. Donc, ce que j'ai prélevé, je le jette. Et j'utilise ce qui se trouve en dessous, en fait, 1 à 2 cuillères à soupe de levain que vous voulez repéper. Voilà, comme ça. Et je mélange. Ensuite, je nettoie pour voir clairement où se trouve, enfin à quel niveau se trouve mon levain. Je nettoie les bords de mon bocal. Vous pouvez utiliser un morceau d'essuie-tout ou encore, pour éviter les déchets, vous pouvez utiliser une maryse par exemple. Donc, quand vous voyez à quelle hauteur se trouve le levain dans le bocal, vous mettez un élastique autour, comme ceci, parce que durant les prochaines heures, le levain en fait va se mettre à gonfler, à lever dans le bocal de façon très très progressive. Et en fait, le moment idéal pour utiliser le levain pour faire son pain, à mon avis, c'est quand il vient juste de finir de monter dans le bocal. Voilà, démonstration. Et qui se remet à peine à redescendre.
Là, vous voyez, j'ai juste un couvercle en verre. Comme je vous disais, le vin produit des gaz en fermentant. Vous ne voulez pas mettre un couvercle à visser là-dessus parce que si vous vissez le couvercle, vous risquez de faire éclater votre bocal. Donc, soit vous déposez simplement le couvercle en métal sur votre bocal, soit vous utilisez un couvert en verre comme sur notre bocal Vec. C'est ça. Et donc, ce que je disais, c'est qu'à mesure que le levain va monter dans le bocal, vous allez pouvoir faire suivre l'élastique. Et quand le levain va repasser sous le niveau de l'élastique, vous allez voir clairement qu'il a terminé la montée. Et ça va être là le moment parfait pour vous en servir pour préparer votre pain. Ça m'est déjà arrivé d'utiliser un pain un levain qui avait déjà rebaissé d'1 ou 2 cm sous l'élastique. Il est encore parfaitement actif, là, ça a donné de très bons résultats quand même, donc soyez pas sur le gros stress. Mais personnellement, c'est la méthode que je préfère. Et puis, si vous n'avez pas d'élastique, comme je vous disais, vous pouvez utiliser un feutre ou un morceau de ruban adhésif que vous allez faire monter de la même façon. Et peut-être encore deux petits commentaires. Ça prend des heures pour que le vin monte et descende. Là, on parle de facilement 12 heures à la température qu'il fait dans notre cuisine. Donc, vous pouvez facilement nourrir votre levain le soir, puis attendre au lendemain avant de commencer votre pain. Là, il est 17h32. Donc, je vais vous dire, en fait, le décompte final. Je connais pas la température exacte dans notre cuisine, mais il doit faire une vingtaine de degrés, à peu près, un peu plus. Conditions hivernales. L'été, ça va plus vite. Et deuxièmement, notre vieux levain, dans le fond. Avant, j'avais toujours peur que le nouveau levain ne prenne pas, mais là, ça fait 4-5 ans que je fais du pain. Ça m'est jamais arrivé que mon levain ne devienne pas actif. Donc maintenant, j'ai moins peur. Je jette directement mon surplus de levain. Mais vous pourriez aussi en garder une batch de sûreté dans le fond du frigo si vous aviez envie, si ça vous inquiète vraiment. Sinon, sur Internet, je sais qu'il y a aussi des gens qui font des croûtons directement avec le levain en le mettant dans la poêle pour agrémenter leur salade. Donc, c'est aussi une possibilité. Bonjour, donc je vous montre. Il est 8h11 du matin, donc il y a à peu près 15 heures qui se sont écoulées depuis que j'ai nourri mon levain hier soir. Comme vous pouvez voir, il y a le V. Donc, comme indiqué, on fait ce que je fais dans ce temps-là, c'est simplement de relever l'élastique pour pouvoir suivre. Parce que je pars du principe que mon levain n'a pas fini de lever en fait. Juste un instant. C'est plus facile si je le fais comme ça. Donc voilà, on suit l'augmentation du niveau, comme ça. Ce que j'ai oublié de dire hier, ou non, j'ai pas oublié de le dire, ce qui peut être intéressant à savoir, c'est que vous pouvez accélérer le processus. Pour faire lever le levain plus rapidement, vous pouvez augmenter la température, mais comme c'est des organismes vivants, les levures à l'intérieur, il ne faut pas trop augmenter la température. Donc, si jamais vous voulez que ça se produise plus rapidement, vous pouvez chauffer votre levain jusqu'à 39-40 degrés Celsius, mais pas plus, parce qu'à partir de 40 degrés, vous allez vous trouver à tuer les levures. C'est pas, c'est pas ce qu'on veut. Sur mon four, quand je décide d'accélérer le processus, en fait, ce que je fais, c'est simplement que j'allume la lumière, parce que c'est une lumière conventionnelle halogène avec laquelle on peut faire par exemple du yogourt. Mais bon, ce matin j'accélère pas, donc on va laisser le four éteint. Donc voilà, je vous reviens dans quelques heures quand le levain va avoir fini de lever. À plus tard! Donc pour la phase suivante, on fait toujours pas de pain parce que Josiane veut vous parler de la farine. Parce que quand j'ai commencé à faire mon pain, j'avais l'impression que toutes les farines étaient interchangeables, que nenni, il n'en est rien. En fait,
Quand on fait du pain, information importante à savoir, c'est que la teneur en protéines de la farine détermine à quel point la farine est capable de former du gluten. C'est le gluten qui est responsable de l'élasticité du pain. C'est ce qui lui permet de devenir vraiment très flexible, de bien stocker le gaz pendant la fermentation pour bien gonfler, bien lever. Si vous avez une farine qui est sans gluten, ou plutôt si vous avez une farine qui est faible en protéines, elle ne développera pas assez de gluten ou pas du tout. Ça va vous donner un truc informe et informable. Je m'en suis aperçue la fois où j'ai décidé d'augmenter énormément la teneur en farine de seigle de mon pain parce que la farine de seigle, justement, ne forme pas un beau réseau de gluten. Ça donne une masse qui ne peut pas être travaillée à la main, qui est un peu comme de la boîte. Il faut vraiment un mixeur pour réussir à mélanger. Puis c'est le genre de pain, dans le fond, qui ne lève pas, qui reste très liquide et qu'il faut mettre dans une forme comme celle-ci. Tadam! C'est ce qui donne en allemand un Kastenbrot. En fait, c'est un pain rectangulaire, vraiment très dense. Il y en a qui aiment ça. Quand c'est ce qu'on souhaite atteindre, c'est bien. Mais quand c'est pas ce qu'on souhaite atteindre, je vais vous dire une chose, la déception est grande. Quand on voit le résultat plat et craquelé sortir du four, parce que c'est vraiment impossible de faire un beau pain qui lève bien avec une tonne de farine de seigle. Ensuite, justement, à propos de la teneur en protéines, pour faire mon pain, donc j'utilise un levain à base de farine de seigle parce que ça a bon goût, mais j'exagère pas les proportions. Ensuite, j'utilise la farine d'épeautre parce que j'aime le goût de l'épeautre. Ça donne vraiment plus de saveur au pain. La troisième farine que j'utilise, la farine de blé, c'est de la 550 en Allemagne. Justement, là, on voit par exemple, par 100 grammes de farine, dans la farine 550, il y a presque 11 grammes de protéines. Pour tous les gens qui parlent couramment l'allemand, Eiweiß, c'est des protéines. Donc 10,6 grammes. La farine d'épeautre est à 12,7 grammes. Donc l'avant-dernière ligne ici, ce qui est encore une bonne proportion de protéines pour avoir un beau pain. Alors, on a le pain. Passons maintenant à la recette finalement. Comme vous pouvez voir ici, le levain est passé au-dessus de la bande élastique. Il a levé jusqu'ici, puis s'est remis à descendre. Donc ça veut dire qu'il a atteint son niveau d'activité maximale. Ça m'est déjà arrivé d'utiliser le levain après qu'il est descendu de 1 cm, 2 cm. Ça a quand même fonctionné, donc soyez pas sur le gros stress si jamais vous avez dépassé le moment exact où votre levain a atteint son apogée et s'est remis à descendre. C'est pas la fin du monde. Alors, pour le pain, on a besoin de 280 g d'eau, donc 200 g d'eau, 250 g de levain nature. Là, j'espère qu'on va voir sur la caméra. Je vais rapprocher un petit peu en espérant que la vie plongeante fonctionne bien. Il sent super bon. Vous voyez, si je déchire la surface, c'est plein de bulles en fait. C'est super bon signe. Il y a plein de gaz donc. Et puis là, ouais, on voit pas trop qu'il flotte, mais il flotte. 5. Ouais, on voit vraiment pas qu'il flotte en fait. Il va falloir que vous me croyiez sur parole. On garde le surplus qu'on va nourrir avec la même technique qu'il y a.
Alors, on a 280 g d'eau, 250 g plus ou moins de levain nature. La farine de ventre et la farine de blé ensemble. Au total, je mets 525 g de farine. Là, je vous donne des indications vraiment super précises, mais il y a beaucoup à l'œil et d'évaluation en fait à mesure qu'on prépare le pain. La seule chose qu'on ne fait pas à l'œil, c'est le sel, parce que 2 g de sel en trop ou 2 g de sel en moins, ça fait vraiment la différence entre un pain qui est bon, qui est savoureux, un pain qui n'est pas assez salé ou un pain qui est vraiment archi salé. Donc pour les quantités données, je mets 15 g de sel exactement. Et c'est pour les ingrédients. Ensuite, je prends ma corde et je me mets à tout mélanger. Pour la première phase, en fait, c'est juste le phrasage que ça s'appelle. C'est une phase qui est facultative. Comment dire? Pas l'incorporation des différents ingrédients. Là, c'est important quand même d'utiliser les ingrédients et de bien les mélanger. Mais une fois qu'ils sont mélangés de façon uniforme, ce qui est facultatif, c'est d'attendre une heure de plus. J'aime bien laisser 1 heure parce que ça permet à la farine de mieux absorber l'eau, puis ça m'évite d'avoir à rajouter trop de farine par la suite pour avoir un pain qui est maniable. Parce que si on ajoute trop de farine plus tard, ça peut donner un pain qui est trop dense, qui n'est pas agréable. Donc voilà. Là, on ne veut pas pétrir, on veut vraiment juste mélanger. Et je vois du coin de l'œil que je vous ai menti parce que j'ai décidé spontanément de mettre des graines de tournesol rôties dans mon pain, l'équivalent d'une poignée que j'ai fait rôtir au préalable parce que j'aime bien ça. Ça rajoute du goût, ça rajoute la texture et ça rajoute des nutriments. Donc je mets ça dans mon pain. Vous pouvez évidemment ne pas mettre de graines. Voilà, donc la première phase qui est facultative, comme je disais, c'est juste de mélanger les ingrédients pour avoir une masse à peu près uniforme. C'est juste question de donner le temps à la farine d'absorber davantage l'eau au besoin. Si vous n'avez pas le temps pour une phase de phrasage, vous pouvez vous mettre à pétrir votre pain tout de suite. Mais d'expérience, je trouve que ça fonctionne mieux quand on fait une phase de phrasage, qu'on attend 1 heure et qu'on pétrit ensuite. Et là, je vais couvrir avec un linge vaisselle pour garder l'humidité. Tadam! On se voit dans 1 heure. Alors, ça fait 1 heure que la farine a le temps d'absorber l'eau pour le pain. On est rendu à l'étape du pétrissage. Pour le pétrissage, vous avez plusieurs options. Si vous avez un robot comme une KitchenAid, vous pouvez l'utiliser. C'est ce qu'il y a de plus facile, qui demande le moins de travail. Moi, ce que j'ai normalement, que j'utilise le plus souvent maintenant, en fait, c'est un simple batteur avec 2 crochets pétrisseurs. Ce qu'il faut savoir avec le pétrissage, c'est qu'il ne faut pas exagérer parce que sinon, vous pouvez vous retrouver avec un pain qui est un peu trop dense, qui est moins agréable à manger. Et là, ce que je vais faire en fait, c'est vous montrer comment je pétris le pain à la main. Pour le pétrissage manuel, moi j'investis jusqu'à 20 minutes quand je suis vraiment très motivée. Par contre, il y a aussi des techniques qu'on trouve sur internet où on étire la pâte, on la plie 3-4 fois, that's it. La différence en fait, c'est que quand on pétrit avec la chaleur des mains, avec le mouvement mécanique, avec l'incorporation d'air, c'est ce qui va donner le réseau de gluten. Puis plus on pétrit, plus le réseau va être fin. C'est ce qui fait la différence entre un pain comme moi j'aime, c'est-à-dire un pain qui n'est pas très intéressant pour les spéléologues parce que c'est des petits porcs qui sont fins.
Et ce que j'apprécie, en fait, j'aime bien les tartiner avec de la... J'aime bien tartiner mon pain avec de la confiture. Quand il y a des trous gros comme ça, la confiture, il n'y en a pas tant sur le pain, puis on a plus l'impression de manger de l'air. Je suis pas une grande fan, en fait. Et puis, à mesure que vous allez pétrir le pain, vous allez vous retrouver, ok, minimalement pétri avec un truc comme ça, des gros trous dedans. Puis là, en fait, c'est pas trop mal. Ça, c'est le pain de notre boulanger. Puis des fois, il y a vraiment, il y a des cavernes dans le pain. Dans ce temps-là, on n'est pas super satisfait. C'est généralement signe que soit ça n'a pas été assez pétri, soit le pain a été laissé à lever trop longtemps, ou entre la phase de pétrissage puis le fait de former le pain, la personne n'a pas bien écrasé les bulles à l'intérieur du pain. C'est ce qui donne d'énormes trous en fait. Il y en a qui aiment ça. Moi personnellement, comme je dis, je préfère avec de la confiture. J'aime pas quand il y a des très gros trous dans mon pain. Celui-là est un peu mieux. Mais au milieu du pain, il y avait aussi des cavernes. Puis là, ce que je vous montre, en fait, c'est du pain sec. Donc, il y a eu le temps de se compacter aussi. En fait, je vais vous mettre une vidéo en lien parce que j'ai pas fait formation boulangère, on s'entend. Mais je me suis instruite en regardant la vidéo d'un boulanger français, justement, qui montrait vraiment comment pétrir le pain. Mais bon, comme je vous disais, il y a plusieurs techniques sur le net. Il y a des gens qui font juste étirer la pâte 3-4 fois sans plus. C'est à vous de voir ce que vous préférez, prendre des notes, puis y aller à l'essai-erreur chaque fois. Là, le pain risque de coller si je fais juste le mettre directement sur la surface. Donc, je mets un peu de farine. Et je prends mon pain. Tac. On voit bien? Oui? Ok. Je vais mettre les crochets, j'en ai pas besoin. Là, en fait, j'étire un peu et je jette vers l'arrière. Je prends sur le côté, tac, et je tourne côté, tac, voilà. Je suis pas une pro de la boulangerie, vous allez voir, mais ça fonctionne. Puis vous voyez là, elle est très collante en fait, la pâte. Donc, un peu plus de farine, ça peut pas faire de mal. Mais il faut faire attention de ne pas trop rajouter de farine pour ne pas alourdir inutilement le pain puis le rendre trop sec non plus. Donc il faut trouver ce qui pour vous est gérable, qui est le juste milieu. Assez bien maniable, mais pas trop, ni trop collant, ni trop sec au fond. J'ai pas encore tout à fait le tour, mais c'est fini par faire vraiment plusieurs couches les unes. Les pains sont super bons à cause des graines de tournesol qui sont dedans. Et à cause de l'odeur du levain aussi. On veut pas écraser, on veut pas déchirer le pain non plus. On essaie d'y aller en douceur. Donc voilà, ce que vous pouvez faire si vous voulez vérifier si votre pain est assez pétri ou pas, c'est une possibilité, vous n'êtes pas obligé de le faire. Moi je le fais pas super souvent.
mais vous prenez l'équivalent d'une balle de golf de pâte. C'est le test de la fenêtre en fait. Vous aplatissez la pâte entre vos doigts le plus possible. On voit qu'elle colle encore, pas mal. Et vous testez à quel point vous pouvez étirer sans que la pâte déchire. Là par exemple, je ne sais pas si on va voir ça qu'avec la lumière. Essayez comme ça. Si je tiens la pâte, oula, on voit vraiment pas grand chose avec cette lumière là. Mais on voit que ça déchire encore en fait. Ça tient quand même un peu, mais ça déchire encore, donc je pétrirai encore un peu davantage. Mais ça, comme je vous dis, il y a vraiment beaucoup de gens qui se badrent même pas de pétrir autant, puis qui sont satisfaits avec leur pain. Donc, allez-y, essai-erreur. Quand vous décidez que le pétrissage est fini, vous prenez le pain que vous avez pétri, le pâton, vous le mettez à couvert, encore une fois avec mon fameux linge à vaisselle humide. Là, j'ai vraiment juste pétri le pain, je ne l'ai pas encore formé. Voilà, donc vous recouvrez. Et puis, vous attendez que le pain double de taille. Selon la température de la pièce, ça peut prendre de 2 à 4 heures. J'aime pas donner des indications temporelles parce que je me suis aperçue qu'avec le pain au levain, on fait probablement avec le pain en général de toute façon, il faut vraiment observer le pain en tant que tel parce que 1 ou 2 degrés de différence donne quand même une variation de durée assez importante. C'est plus important d'observer le pain que de mettre le chronomètre en marche en fait. Donc voilà, on se revoit dans, oui, 2 à 4 heures, selon le temps que ça va prendre. Moi je me mets un chronomètre, puis je regarde aux demi-heures à partir de 2 heures, là, voir quand le pain est assez gros en fait. À tout à l'heure. Prochaine étape, on va former le pain. Ça fait maintenant environ 3 heures que mon pain lève dans son bol. Comme vous pouvez voir, il a quand même beaucoup gonflé. J'estime qu'il a à peu près doublé, mais de visu. Vous allez le voir plus clairement dans la vidéo que ce que moi je remarque en ce moment. Ok. Donc, pour former le pain, en fait, il faut dégazer et former le pain si on ne veut pas voir des grandes cavernes dans le résultat final. Pour pas que le pain colle à la surface trop, je mets un peu de farine, comme ça. Je sors le pain. Et je vais juste regarder, ça va. Et en fait, ce que je fais pour dégazer le pain, c'est simplement d'écraser comme ça. Vous ne l'entendez peut-être pas, mais moi je l'ai entendu dégazer. Et à partir de là, pour former le pain, en fait, j'étire, je replie. Ça, j'étire, je replie. Comme ça, en fait, l'objectif de l'étape de formage, c'est de créer une tension de surface pour gérer la façon dont le pain va gonfler, en fait, pour qu'il réussisse à prendre une belle forme après la cuisson. Et en fait, quand je l'ai replié à mon goût, je vais former une boule. C'est plus facile si le pain colle à la surface. Donc, j'enlève le surplus de farine, je mets le pain sur la surface, comme ça, et je tire vers moi, et la surface est assez mouillée. Donc, je mets un peu d'eau.
ne veut pas que le pain sèche, en fait on veut que le pain lève. Donc en général ce que je fais c'est que je replie mon linge par-dessus, puis j'en mets un deuxième pour pas que ce soit trop mouillé, pour pas que le pain dans le fond colle sur le linge vaisselle qui est en dessous. Mais là mon linge est rendu trop sec en surface, donc je prends ma bouteille d'eau, mon vaporisateur et je m'humidifie comme il faut, parce qu'il faut que le pain lève une seconde fois pendant environ 3 à 4 heures selon la température de la cuisine. Ici, il est rendu minuit. Je vais pas attendre 4 heures que mon pain lève pour l'enfourner. Donc ce que je vais faire aujourd'hui, c'est le mettre au frigo. Quand on le met au frigo, il faut calculer que la durée est multipliée par 3 voire 4. Donc, en théorie, je pourrais l'enfourner demain après-midi à 16h, ce serait bon. Ou sinon, je peux faire un mélange des deux méthodes, c'est pour les adeptes de mathématiques. Vous pouvez faire... Bref, je vais voir comment je fais. Mais ce soir, moi je mets le pain au frigo and I call it a day. Donc voilà, on se revoit plus tard. Bonjour tout le monde, donc là il est à peu près 10h30 du matin. Le pain vient de passer à peu près 8 heures au frigo, plus 2 heures, 2h30 sur le comptoir pour finir de lever. Je vais vous montrer de quoi il a l'air. Donc on voit que le pain a bien gonflé. Et puis un signe pour savoir s'il a pas trop levé, c'est d'appuyer à la surface doucement. Si le pain reprend sa forme, c'est bon signe, ça veut dire qu'il n'a pas perdu toute sa puissance en anglais c'est oven spring, en fait pour bien lever au four. Donc voilà. Là j'ai préchauffé le four à 250 degrés Celsius. Donc comme vous pouvez voir, j'ai fait préchauffer le four avec ma cocotte en fonte à l'intérieur. Et puis là, je vais vous montrer comment je transfère le pain du panier à la cocotte. Attention, la cocotte est vraiment brûlante. Et en fait, ce que j'utilise pour transférer mon pain, c'est ce qu'on appelle en Allemagne une planche à déjeuner. C'est une planche en plastique qui est très lisse, comme ça. Dans le fond, c'est un remplacement pour une pelle à pizza. C'est juste qu'une pelle à pizza serait trop grande pour ma forme. Comme ça. Un peu plus de farine pour éviter que le pain colle. Parce que c'est vraiment pas le temps. Là, il faut vraiment y aller doucement en fait avec le pain. Il ne faut pas le dégazer, il ne faut pas l'écraser. Donc, ce que je fais, c'est simplement secourir de farine. Appuyer ici très doucement sur le dessus du pain et revirer mon panier. Sac, comme ça. Et à partir d'ici, j'essaie autant que possible de centrer le pain dans la forme sans l'écraser. Je prends ma lame, je fais des marques pour donner plus de jeu au pain pour s'étirer dans le fond du four. Et j'ajoute de la vapeur d'eau, de l'eau vaporisée en fait. Pas trop, juste un peu. Et je referme le couvercle pour que le plus de vapeur possible reste dans la cocotte. Et puis j'enfourne tout de suite. Et donc, les 20 premières minutes, les 20 premières minutes à 250 degrés Celsius avec le couvercle. Après 20 minutes, on abaisse la température à 230 et on enlève le couvercle. Ça évite que la surface du pain brunisse trop rapidement, qu'il devienne sec.
puis ça assure une cuisson à cœur. Pour les gens qui aiment économiser l'énergie, je vous dirais, c'est pas le moment d'économiser l'énergie quand vous voulez faire du pain. Ne mettez pas un pain dans un four qui n'est pas suffisamment préchauffé ou dans une cocotte qui n'est pas suffisamment préchauffée parce que sinon les résultats ne sont pas garantis et vous avez vraiment des fortes chances que le pain colle. Donc faites vraiment bien préchauffer votre four pour tout ce qui est de la boulangerie et de la pâtisserie. Bon, donc ça fait 20 minutes que le pain est au four. Je vais ôter le couvercle, abaisser la température à 230. Et puis je vais vous montrer de quoi le pain a l'air après 20 minutes. Donc, comme vous pouvez voir, le pain est déjà quand même bien levé. Il a pris un peu de couleur. Je le laisse encore une vingtaine de minutes. Alors, comme vous allez voir, mon four est un peu intense. Ça fait seulement 13 minutes que j'ai remis le pain dedans. Puis, à en juger par la couleur, en fait, le pain est prêt. Donc, je vais vous montrer. Il faut vraiment vous adapter à votre four, en fait. Et là, le truc pour savoir si le pain est cuit, c'est de cogner en dessous. Le pain est censé faire un bruit creux, comme c'est le cas en ce moment. Donc, je vais le brosser et le laisser refroidir. Donc, l'idéal, maintenant, c'est de laisser refroidir, laisser refroidir le pain, en fait, sur la grille. Et puis voilà, vous voyez que là où j'ai coupé le pain, en fait, c'est là qu'il a pris le plus d'expansion. Pour terminer, voilà, on laisse refroidir. Il ne faut pas le couper trop rapidement non plus parce que sinon toute la vapeur d'eau, toute l'humidité du pain s'évapore. Donc c'est mieux d'attendre vraiment qu'il ait bien refroidi avant de l'entamer. Donc voilà, bonne dégustation!